dans Sport Dimanche, votre rendez-vous sportif hebdomadaire consacré à l'actualité sportive nationale et internationale. Au sommaire de cette émission, le verdict du TAS dans le contentieux Guinée-Tanzanie, le lancement du plan stratégique de développement du football féminin en Guinée, et puis la CAN de natation, les îles Soro accueillent l'Afrique depuis le 28 novembre dernier. Bien d'autres sujets viendront compléter cette émission que j'ai le plaisir d'animer avec des journalistes sportifs aussi talentueux que critiques. Je commence par mon frère Oumar Ndiaye. Bonsoir Oumar et bienvenue sur ce plateau. Bon, que dire, sinon je suis très ravi quand une soeur reçoit un frère, c'est la famille qui se retrouve, et puisque le foot est une famille, avec encore un plaisir renouvelé, nous nous retrouvons et bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Merci d'être venu. De l'autre côté, à ma gauche, à votre droite, cher téléspectateur, Paul Fatia Toukara. Il est officier média du Sri National, mais avant tout, journaliste sportif. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Voilà, aux côtés de doyen Oumar Ndiaye, nous avons le jeune Abdoulaye Diallo. Il est aussi le directeur de communication de la Fédération guinéenne de judo. Il viendra nous parler ici du voyage qu'ils ont eu du côté de Yaoundé. La Guinée est revenue avec plusieurs médailles, avec une 3e place à la clé. Bonsoir Abdoulaye et bienvenue. Bonsoir Kadi, bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement. Voilà, Oumar Ndiaye, nous allons ouvrir le dossier de la CAN de natation ici même à Conakry. Les îles Soro, plus précisément, qui accueillent l'Afrique de ce côté. Plus d'une vingtaine de pays qui ont répondu à l'appel de la Fédération guinéenne des sports aquatiques. Et à ce rendez-vous continental, la Guinée a osé et finalement on a organisé. Oui, vous savez, la Guinée, c'est un pays d'exception où quand le défi est lancé, le pays relève toujours le défi. Et par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations, il faut saluer d'abord l'initiative de la Fédération de natation. Il faut aussi saluer le soutien du ministère des Sports. Et il faut aussi saluer le soutien de toutes les autorités, surtout au haut niveau, parce qu'aujourd'hui, une Coupe d'Afrique des Nations, c'est la Guinée, cette merveille, notre paradis qui accueille tout le continent. Et comme c'est la première édition, on peut dire sans risque de se tromper que le coup d'essai aura été incontestablement un coup de maître. D'autant plus que l'histoire le retiendra. La Guinée a abrité la première édition d'une compétition qui va perdurer. Vous savez, le nombre de pays aussi en dit long. Il y a des disciplines, des coupes d'Afrique ou des coupes du monde. Ça a démarré avec 3 pays ou 4 pays. Mais plus on avance, plus les pays adhèrent. Et déjà en Guinée, avec le nombre de participants et le fait qu'on se retrouve en eau libre avec l'océan Atlantique, vous allez dans les îles de Soro, c'est une autre merveille. Et ça a permis à tous ceux qui sont venus de découvrir l'hospitalité de la Guinée, notre façon de pouvoir organiser, d'accueillir. Et on a montré de quoi aujourd'hui la Guinée est capable sur le plan sportif, mobiliser tout ce monde sur le plan de la sécurité, sur le plan de la communication, la restauration, les transports. Donc c'est une Coupe d'Afrique des Nations expérimentale qui aura été quand même une réussite. Et je pense que le deuxième pays qui va abriter la 2e édition doit s'inspirer des réalités, des résultats et de tout ce que Conakry a pu produire et dans tous les secteurs de cette compétition. Voilà, Paul Fatia, avant de revenir à Abdoulaye qui était notre envoyé spécial de ce côté, quel peut-on retenir de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de natation en Guinée? Moi, j'y vois de la résilience de la part de la présidente Mme Bambé Sako, à qui je rends un hommage mérité, un hommage très appuyé ce soir sur ce plateau, parce qu'après plusieurs tentatives infructueuses, elle a tenu mordicus à ce projet. Elle a soumis, pour une fois, ce n'est pas passé, pour la 2e fois, ce n'est pas passé, mais elle n'a jamais décoloré. Elle revenait à la charge et continuait de taper aux portes du ministère des Sports. Finalement, on a donné vie et corps à son projet d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois en Guinée, en ce qui concerne la natation. Pour la fédération, comme on l'a dit, l'habitude commence par la première fois, mais la première fois n'est pas l'habitude. Ça va sans doute permettre à la fédération d'évaluer les quelques espaces dont elle dispose pour organiser ce genre de compétition. Ce n'est pas prétentieux de commencer déjà par une Coupe
Coupe d'Afrique de natation senior, parce qu'ils auraient pu commencer par les catégories inférieures qui sont justement moins contraignantes en termes d'organisation, moins exigeantes même, parce que ça n'attire forcément pas le même regard, la même attention, et ça ne bénéficie pas forcément le même soutien de la part des autorités. Mais organiser une Coupe d'Afrique senior, pour cette fédération-là, on va roder les quelques espaces qu'ils ont, et elle va pouvoir également puiser tous les enseignements pour se projeter avec beaucoup plus de responsabilités dans les prochaines compétitions. Déjà, la Guinée, qui est réputée être une terre d'innovation, une terre d'hospitalité légendaire, accueillir l'Afrique en miniature, pour moi, c'est un véritable exploit. Comme on le dit parfois, la volonté, elle se provoque. Et elle a provoqué la réaction des autorités, et conséquence directe, elle a obtenu le soutien du ministère des Sports. On a vu également la présence du ministre des Finances, en l'occurrence M. Mourana Souma, l'ami pratiquement de tous les ministres, parce que c'est lui c'est lui le principal financier des activités du sport. Donc félicitations à la Fédération guinéenne de natation, et ainsi qu'au département des sports. Voilà, Abdoulaye, vous étiez nos yeux, nos oreilles du côté de Soro. Et comment ça s'est passé? Malgré que ça n'a pas été facile, il fallait traverser. La traversée, je crois que ça ne vous a pas fatigué. Hein? Vous n'avez pas eu le mal de mer quand même? Oui, pas du tout. Donc, je commencerai par signaler les ministères impliqués, c'est-à-dire les ministères sectoriels pour cette organisation, puisque oui, la tutelle, c'est le ministère des Sports, mais derrière tout cela, il y a plusieurs ministères qui sont impliqués dans cette organisation. D'abord, à commencer par le ministère des Transports, parce que vous parliez tantôt de la traversée, c'est la société navale de Guinée qui a assuré toute cette logistique, qui a permis aux participants de se rendre sur les îles de Los, voilà, dans la commune urbaine de Kassa, et précisément Soro, qui abrite l'événement. Et tous ces participants ont traversé sans difficulté, avec une sécurité bien assurée, puisqu'il y a aussi le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, avec les sapeurs-pompiers, ceux qui sont là pour le sauvetage, toute cette logistique a été mise en place pour permettre, n'est-ce pas, à ces participants d'être dans les conditions optimales pour la compétition. Maintenant, pour cette première édition, il y a plus de 13 pays qui ont répondu à l'appel. Avant, il y a plus de 16-17 pays qui étaient annoncés, mais 13 ont répondu à l'appel, dont la Guinée qui abrite, et avec ces nageurs qui, d'habitude, font ce sport-là dans la piscine. Mais sauf que cette fois-ci, c'est en eau libre, et il y a toute une particularité. Et pour la première journée, le vendredi, ils ont fait 5 tours. Et chaque tour, 5 km. Et 5 km pour 5000 mètres. Et là, c'était un circuit fermé. Et à l'arrivée, c'est Mohamed Meli, l'Égyptien, qui est venu premier, et suivi du Sud-Africain. Et là, déjà, la Guinée avait aussi ses sportifs, notamment Fodé Amara Camara, qui est actuellement en France, oui, qui évolue de ce côté. Mais c'est une compétition expérimentale, non seulement pour la fédération, mais aussi pour les athlètes. On parle également de Fatoumata Lamarana, Mariama Lamarana Touré, qui aussi un bon moment est à l'extérieur pour sa formation. Et tous ces nageurs-là, côté guinéen, étaient là, mais ce n'était pas facile, puisque c'est une première. Imaginez, vous plongez dans l'eau où le thermomètre vous montre 30 degrés. C'était assez chaud, et voilà, à l'arrivée, c'est l'Égyptien qui s'en est en sorti. Mais après, d'une part, c'est pas le classement il faut voir en tant que tel. C'est une façon de montrer à ces nageurs, surtout guinéens, que oui, cette autre façon, c'est-à-dire la discipline en eau libre, c'est une première pour eux, et c'est une découverte. Mais aussi, les jeunes
autochtones. Quand je parle de jeunes autochtones, c'est-à-dire les jeunes qui sont de ces îles-là. Parce que si par exemple un jeune de Kassa ou encore de Soro peut traverser, c'est-à-dire Kassa, Kaloum, mais si c'est à la nage, c'est en compétition, ce n'est pas la même chose. C'est pas comme quelqu'un qui est professionnel en la matière. Donc il y a toute cette particularité et c'est une façon pour la fédération d'apprendre aussi les manières et comment il faut organiser une telle compétition. Il y avait le président de Africa Aquatique, Mohamed Diop du Sénégal qui était là, et le ministre des Sports accompagné par le ministre de l'économie et des finances, M. Mourana Souma, et qui a représenté tout le gouvernement lors de cette compétition pour ce qui est de la journée inaugurale, c'était le vendredi, et plusieurs autres personnalités, non des moindres, qui ont répondu à l'appel de la Fédération aquatique de Guinée. Et on peut dire que ça a été en un mot une réussite en termes d'organisation, puisque vous avez la culture guinéenne qui est mise en exergue et vous avez aussi le côté tourisme de la Guinée, c'est-à-dire la destination Guinée. Et vous le savez, les îles de l'Os, c'est assez paradisiaque de ce côté et la nature nous a gâtés. Et quand on arrive sur les îles, on est vraiment fiers d'être guinéen. Et grosso modo, en un mot, c'est un tout pour cette première édition de la CAN. Oui, allez-y, on va clôturer la natation. Abdoulaye, moi je voudrais poser une question de précision sur la page Facebook du FADES, le Fonds de développement, Fonds d'aide au sport. On annonce 5 000 $ comme récompense pour l'Égyptien, mais sauf que sur le chèque qu'il tient, on y lit clairement 500 $. Je sais pas, après, ce jour-là, ça a été dit, le speaker qui était là pour l'organisation a clairement dit le vainqueur aura 1 500 $. Okay. 1 500 $ pour le vainqueur, le deuxième 1 000 $, le troisième 500 $. Okay. Donc en tout, c'est 3 000 $. On marque une petite pause avant de revenir sur ce plateau pour ouvrir le dossier du judo. Nous ouvrons à présent la page du judo. Le judo, Fegui Judo était récemment du côté de Yaoundé au Cameroun pour prendre part au tournoi African Open 2025, une compétition réussie pour la délégation guinéenne qui revient au pied d'ailleurs avec plusieurs médailles et une belle 3e place au classement général. Pour parler de cette situation, Abdoulaye Gallo était du côté de Yaoundé. Paul Fatia, Oumar Ndiaye, vous avez le chargé de com de la Fédération guinéenne de judo. Il va répondre à vos différentes questions, mais avant, il va nous faire un ramassage général sur le voyage et sur la compétition, Abdoulaye. Oui, le voyage en tant que tel, tout était préparé pour permettre à la délégation guinéenne de se rendre à Yaoundé, la capitale camerounaise, pour cette autre participation guinéenne aux joutes continentales parlant du judo. Et on a quitté Conakry le 19 de ce mois pour arriver à Yaoundé après une transition de côté de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Voilà, après on s'est rendu à Yaoundé et à l'arrivée, la délégation a été bien logée et le lendemain il fallait partir pour le tirage au sort, la pesée des différents athlètes puisque c'est en catégorie d'âge et de poids. Vous avez les cadets, les juniors et les seniors. Maintenant la Guinée a présenté 11 judokas dont 2 filles et 3 sur les 11, 3 sont venus de la France, à savoir Moustapha Fofana plus 100 kg, Mamadou Tanou Keita moins 100 kg et Abdoulaye Minimono moins 100 kg qui est depuis près de 3 ans maintenant en France pour sa formation. Voilà, et côté pour ceux qui sont en Guinée, ils étaient au nombre de 8 et parmi les 8 là, 2 sont issus du championnat, le dernier championnat qu'on a organisé au mois d'octobre. Et vous avez la meilleure judokate Aminata Souma, moins 52 kg. Et puis le meilleur judoka du dernier championnat, c'est un jeune de Pita, Boubacar Diallo, qui fait moins 73 kg. Et la première journée, ça n'a pas été facile puisque on a essayé, c'est un coup d'essai, Aminata Souma qui a compéti en junior, moins 52 kg. À l'arrivée, elle remporte une médaille de bronze.
Elle a fait 3 combats pour 2 victoires et elle a perdu 1 de ces 3 combats. Et le lendemain, c'est les cadets qui devraient compétir. Et elle a compéti et en junior et en cadet. Et après la deuxième journée, elle remporte une médaille d'or. Wow. Et puis après, c'est Boubacar Diallo aussi qui rebelote, qui aussi a remporté une médaille d'argent. Et Abdoulaye Bari qui a remporté une médaille de bronze. Abdoulaye Bari et Boubacar et Alassane Diallo sont de la catégorie cadette et de poids à moins 55 kg. La troisième journée, donc les seniors étaient en lice. Et là aussi, ça a été une journée fructueuse, puisqu'à l'arrivée, tous ces 3 seniors ont remporté chacun une médaille au moins, en commençant par Moustapha Fofana, qui est plus 100 kilos, qui a remporté la médaille d'or. Elle était en finale contre le champion camerounais. Et imaginez un combat qui fait 4 minutes en 16 secondes déjà. Il avait déjà mis sur tapis, et c'était par Ippon, en balayage. En 16 secondes seulement, Moustapha a dompté le Camerounais et à l'arrivée remporte la médaille d'or. Dans l'ensemble, c'est 7 médailles remportées par la délégation, par ces athlètes guinéens, 2 médailles d'or et puis 2 médailles d'argent et puis 3 médailles de bronze. Donc ce qui permet à la Guinée de se classer 3e derrière le Cameroun, pays hôte, et le Maroc. Wow. Félicitations au judoka guinéen. Vous avez une question? Oui, on passe d'abord la parole au doyen. Oui. Bon. Une question par rapport à la prestation, à la performance de nos athlètes. Avant, la question, c'est de se réjouir de cet exploit, je ne dirais pas sensationnel, extraordinaire ou exceptionnel, parce que quand c'est open, c'est ouvert. Vous avez toutes les catégories, vous avez un maximum de pays qui participent. Et si vous terminez 3e, on vous dit devant vous, il y a le Maroc et le Cameroun. Le Cameroun qui organise dans ce grand palais des sports, pour ceux qui connaissent ce palais des sports de Yaoundé, vous vous dites oui, mais quel est le miracle? Parce qu'en Guinée, vous vous dites on fait le judo où? Et comment, malgré le fait qu'on n'a pas d'installation, et on va défier ceux qui viennent des centres bien équipés, formés, où il y a toutes les conditions. C'est là où je salue la dextérité de ces judokas guinéens. Okay. Maintenant, la seule question que je peux poser, on va aller rapidement. Ça revient souvent. Il n'y a pas eu un problème de poids souvent parce que la pesée, c'est avant la compétition. Oui, évidemment. Voilà, puisque là, le staff technique a anticipé les choses. Okay. C'est-à-dire, en un mot, c'était pas facile. Exactement. C'était pas facile, parce que vous pouvez même gêner. Vous restez toute une journée sans manger. Parce que si tu as de surplus de poids, même si c'est 1 gramme, on peut te disqualifier. Pour rappel, il y a eu 20 pays qui ont répondu à l'appel, notamment des pays occidentaux. Les pays occidentaux, le Luxembourg par exemple, les États-Unis, vous avez la République dominicaine, et voilà, qui était, et le Canada également, qui était et la Guinée a été classée 3e devant tous ces pays. En demi-finale par exemple, il y a Mamadou Tanou qui a éliminé un Canadien, ils étaient 2. Et il était face à ce Canadien-là, et heureusement, lui aussi, il a gagné son combat par Ippon. Pratiquement tous les 3, Mamadou Tanou, Abdoulaye Minimono, Moustapha Fofana, ont presque gagné leur combat par Ippon. Félicitations. Oui, une question. Non, pas de question, mais plutôt dire merci à la Fédération guinéenne de judo pour cette moisson très fructueuse. Revenir avec 7 médailles, 2 en or, 2 en argent et 3 médailles de bronze, finir 3e sur 20 pays participants, je pense que c'est plus qu'un exploit. Ce qui est notable à mes yeux, c'est le fait d'avoir intégré des athlètes qui évoluent dans nos compétitions domestiques. D'où l'importance aujourd'hui de viabiliser les compétitions domestiques qu'organisent ces fédérations-là, notamment le championnat et la Coupe nationale. Lorsque vous avez des athlètes qui se distinguent et que vous les surclassez ou que vous les faites participer dans des compétitions internationales, vous stimulez une émulation saine dans vos compétitions. Le lendemain de notre retour de Yaoundé,
il y a eu 7 autres judokas qui ont pris le vol pour Abidjan, Voilà. où d'ailleurs la compétition d'Abidjan finit ce dimanche-là. Et là aussi, la première journée, Aminata a remporté une médaille d'or, Aminata Souma, et puis Victor Balamini une médaille de bronze. Et la deuxième journée, c'est 4 médailles en catégorie cadette, c'est-à-dire 2 médailles d'or et une médaille de bronze et une autre d'argent. Merci Abdoulaye, mais vous allez rester avec nous, on va continuer cette émission. On va juste vous proposer un petit jungle et puis on revient sur ce plateau. Nous allons parler maintenant de football, au moins surtout de football féminin. Le place maintenant, je vais dire, au football, mais surtout football féminin. La FEGIFOOT a lancé à Conakry son plan stratégique de développement du football féminin en Guinée, un projet ambitieux pour structurer et impulser une nouvelle dynamique pour notre sport féminin qui bat de l'aile de toutes les façons, même si on annonce le début d'un championnat national intégral de football féminin, mais ça devient compliqué parce que derrière, il y a les formateurs, les entraîneurs qui crient, qui ne veulent pas participer. Est-ce que ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais pour le moment, on va saluer au moins ce plan stratégique pour le développement du football féminin. Oui, quand j'ai appris qu'il y a ce plan stratégique de développement du football féminin, les représentants de l'UFOA, de la CAF et même le ministère, toutes ces parties-là sont conviées à cette cérémonie. Je dis, je ne suis pas à la mosquée, mais j'ai dit alhamdoulilah. Pourquoi? Parce que avec ce plan stratégique, nous allons rompre avec le pilotage à vue. Bon, j'ai eu cette possibilité d'appartenir au cercle restreint de ceux-là qui ont quand même géré le football féminin. Par moment, j'étais le chargé des compétitions au niveau de la Ligue de football féminin. Je connais de quoi je parle. Même au niveau des équipes nationales, où près de 15 ans nous étions là. Et c'était un pilotage à vue. Parce que les compétitions étaient très rares. Parfois, on commence, on ne finit pas. On a essayé toutes les formules. C'est-à-dire, on se retrouve à Kamsar, on regroupe les équipes, on joue en une semaine. On se retrouve à Labé, deux fois c'est à Labé, etc. Et parfois, parallèlement, il y a l'association de ces clubs féminins qui organise la coupe du président ou de la première dame à Farana chaque année. On essaie toutes les gymnastiques possibles. Vous êtes couché, on vous appelle, on dit il y a le trophée Madame Milimounou à Koya. Donc on fait tout ça, mais ce n'était pas, disons, encadré. Il n'y avait pas une politique qui définit aujourd'hui la responsabilité de toutes les parties prenantes. Parce que dans cette situation, il faut savoir aujourd'hui si c'est un budget de 1 million. La fédération apporte combien? Le club lui-même donne combien? Le sponsor donne combien? Aujourd'hui, la compétition sur l'ensemble, on va vous dire qu'il faut 90 matchs. Comment avoir ces 90 matchs? Mais le travail le plus important, je crois, ils ont dû tenir compte, c'est comment renforcer la capacité de ces clubs. C'est le gros problème du football féminin. Parce que quand vous arrivez au niveau de ces clubs, vous voyez une seule personne qui est présidente, qui est entraîneur, qui est médecin, qui est secrétaire général. Donc, il n'y a pas une traçabilité, de visibilité. Or, il faut structurer. Aujourd'hui, le minimum, il faut qu'un club sur le plan administratif, il faut qu'on puisse l'identifier. Il a au moins un compte bancaire, au moins un RCCM ou à défaut une affiliation au niveau de la fédération, etc. Qu'il y ait un bureau exécutif, même si c'est de 3 personnes, qu'on ait un secrétaire général ou qu'on puisse indiquer une maison pour dire ici c'est là-bas qui est là, ici c'est Bolonta, etc. Et ensuite maintenant, l'encadrement, les entraîneurs qui sont là, c'est tout un travail. Si maintenant il y a un plan stratégique, je pense qu'on est allé faire un diagnostic réel, on connaît les mots, on connaît maintenant à moyen terme, d'abord à court terme, à moyen terme et à long terme, qu'est-ce qu'il faut dans tous les secteurs et quels sont les moyens qui va apporter et comment on va apporter. En ce moment, ce n'est pas un pilotage à vue et à mi-parcours, on va s'arrêter pour dire oui, pour le premier trimestre, on avait dit c'est ça, est-ce que c'est fait? Maintenant, ce championnat qui est lancé, si vous voyez que ça crie, d'aucuns disent on ne joue pas, on joue.
Tout ça, c'est parce qu'on ne maîtrise pas réellement les données financières, on ne maîtrise pas le temps de planification et de programmation du championnat. Aujourd'hui, on doit pouvoir connaître, ça commence le 1er janvier, ça finit le 25 janvier, et à la fin, on a un champion qui doit jouer la coupe des clubs au niveau de l'UFOA qui est programmée au mois de février. S'il n'y a pas cet enchaînement-là, parfois vous faites des efforts et en fin de saison, vous demandez même si vous avez fait quelque chose. Donc, s'il y a ce plan stratégique, je me réjouis et souhaitons maintenant qu'il y ait le suivi au-delà du fait qu'on ait lancé, on a tenu des propos, que chacune des parties à chaque étape fasse l'objet d'un examen sérieux, d'une analyse approfondie, sans passion, parce que ce n'est pas pour Oumar Ndiaye, ce n'est pas pour Paul, ce n'est pas pour Bien nous. sûr. Voilà. Voilà, Paul, vous étiez, je crois, lors du lancement de ce plan stratégique, vous étiez le maître de cérémonie. Hein? Donc, vous êtes bienvenu sur ce plateau pour nous parler un peu comment ça s'est passé de ce côté à l'hôtel. Tout s'est bien passé. Moi, quand j'ai vu la représentante de l'UFOA dans la salle, quand j'ai vu la représentante de la FIFA, qui est la présidente de la commission féminine de football, enfin, j'ai émis un gros soupir. J'ai dit, enfin, les deux instances sont là, cette fois pas pour servir de caution de garantie pour une élection ou pour tenter de rapprocher deux camps. Nous imposer un colon. J'ai dit, cette fois, ils sont là pour servir de témoins d'une réforme majeure entreprise par la Fédération guinéenne de football à travers, bien sûr, la Ligue guinéenne de football féminin. J'ai dit, ça, déjà, c'est une note de satisfaction qu'il faut souligner. Maintenant, le plan stratégique, il est important de l'élaborer parce qu'il fallait fixer un cap, donner une orientation, une ligne directrice, savoir exactement où est-ce qu'on va, pendant combien de temps, avec quelles ressources nous allons partir et comment est-ce qu'il faut mobiliser ces ressources-là et qu'est-ce qu'il faut faire de ces ressources et pour avoir les résultats escomptés. Parce que c'est vrai, le problème aujourd'hui dans le football, c'est pas parce qu'on n'a pas de ressources. C'est plutôt le doute béant qui existe entre les acteurs sur la façon dont ces ressources-là sont reparties, sont distribuées, ou la façon dont ces ressources-là sont gérées ou sont bien sûr utilisées. Il n'y a pas de communication financière qui est faite après chaque événement pour rassurer non seulement les partenaires avec lesquels nous avons composé jusque-là, mais aussi pour séduire de nouveaux partenaires qui sont à la porte, qui sont hésitants, mais parce que ça crie à l'intérieur, pourquoi ils hésitent de mettre des moyens. Elle a, à travers Madame Binta, qui a présenté justement BVT, qui a fait une présentation magistrale du plan stratégique, on comprend les trois besoins majeur du football féminin. Besoin de régularité des compétitions, le doyen l'a dit, on a essayé plusieurs formules, on a essayé des tournois dotés de trophées, ça n'a pas marché. Il y a le besoin d'accroître également le nombre de pratiquants, parce que aujourd'hui le football féminin se heurte à un certain nombre de stéréotypes. Les stéréotypes peuvent être liés par exemple à l'environnement, à la famille, à la société, exactement, à la religion. Maintenant, comment déconstruire ces stéréotypes-là pour pouvoir convaincre la famille ou le cercle restreint à accepter que tu fasses carrière dans ce qui te passionne profondément, dans ce que tu aimes, c'est-à-dire le football. Après, l'autre besoin, c'est le besoin de compétitivité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de championnat régulier. On attend d'organiser les éliminatoires ou d'annoncer les dates des éliminatoires. On monte des équipes. On organise un regroupement. Un regroupement à la va t'asseoir. Et puis après, on s'attend à ce que tu fasses des merveilles, à ce que tu fasses des résultats. C'est pourquoi on se faisait toujours balayer. Mais maintenant qu'on sait exactement où est-ce qu'on va, on s'est fixé un cap sur 2 ans, 2026-2028. On a besoin de ces ressources-là. L'invite a été faite au ministère des Sports, qui était représenté dans la salle par le ministre Kiamou Bogola-Aba. À ses côtés, il y avait la chef de cabinet. Les partenaires également, la fédération, étaient présents pour venir en aide à cet autre segment de notre football qui est en sous-développement, qui est en souffrance, qui est sous-coté. Même si pour la FIFA,
l'avenir du football mondial, il est féminin. Cette Blatter, il l'a dit. Hein? Justement, il est féminin. Et la dame, la présidente de la commission féminine de football de la FIFA a dit qu'elle est fière que la Guinée aujourd'hui soit une bonne élève de la FIFA, bien sûr dans le domaine du football, féminin. C'est vrai aussi que on arrive à former. Justement, dans le football féminin, par exemple, il n'y a qu'une seule dame qui suit présentement, qui passe à licence A, justement, qui est Mariam. Donc, il y a plus de techniciennes titulaires d'une licence C dans le football féminin que dans le football des hommes. Donc pour moi, c'est un défi. Ce sont des axes d'amélioration sur lesquels il faut investir. Abdoulaye, un mot rapidement. Oui, clairement, il n'est pas tard pour mieux faire. Mieux vaut tard que jamais aussi, comme on le dit. Et heureusement qu'il y a eu cette réflexion-là, et des hommes et des femmes se sont retrouvés pour réfléchir, pour penser comment, en tout cas, pallier à cet autre problème qui assaille le football féminin. Il y a beaucoup de déperdition, entre guillemets, passez-moi l'expression, dans ce secteur-là de notre football, puisque vous avez assez de joueuses talentueuses, de footballeuses qui ont du talent, mais qui se sont perdues comme ça dans la nature. Et ou qui sont allés en Sierra Leone, on voit combien de fois le championnat léonais ici à côté. Il y a des Guinéens. C'est rémunéré, des récompenses. Au Libéria, il y a des voitures qu'on donne. Vous voyez tout ça. Et non seulement d'abord la carrière de cette jeune-là qui a tout laissé pour pratiquer ce foot qu'elle aime tant, sa carrière est hypothéquée. Elle ne bénéficie pas de sa carrière, les retombées qu'elle peut générer quand elle joue énormément au foot pour être professionnel, sa famille, mais aussi le pays, la société guinéenne en un mot, le pays perd. Et voilà, vous voyez, donc c'est un tout. Partout où j'allais en Guinée, ça joue au ballon. Et pas seulement que les garçons, les filles ont du talent énormément, mais ce qui manquait, c'est cette organisation-là, c'est cette structuration, et puis ces différents projets bancables qui peuvent être bénéfiques pour le football féminin en République de Guinée. Et tant mieux si tout cela est pris en compte et que les financements sont judicieusement utilisés, ça peut profiter à ces jeunes filles-là et à toute la nation. Voilà. Bon, je voulais juste rapidement, je voulais dire l'une des solutions qui me paraît la plus essentielle, c'est aujourd'hui d'avoir des clubs structurés qui sont capables de mobiliser des ressources propres avec un partenariat qui peuvent sceller avec des sponsors. Si vous vous attendez seulement à ce que, comme on le dit, notre argent, la FIFA donne. Mais une subvention, ça ne prend peut-être que le tiers de tes dépenses annuelles. Nous restons toujours avec le football en féminin pour parler de l'exploit de nos scolaires du côté de la Gambie le week-end. Bon, ce week-end, parce qu'ils sont rentrés, je crois, c'est aujourd'hui, samedi, voilà. Donc, les scolaires se sont qualifiés pour la prochaine CAN des scolaires, même si les garçons ont été battus en finale par le Sénégal après des exploits 11-0, 7-0. Je crois que on doit se revenir à la maison pour se préparer. En tout cas, nos voisins ne nous font pas de cadeaux. Cette fois-ci, je commence par vous, rapidement, en 1 minute. C'est un exploit parce que c'est la première fois que les filles se qualifient aux phases finales de la Coupe d'Afrique scolaire, bien sûr, de leur catégorie. Elles ont eu le temps de se préparer. Il y a le coach Rima et toute son équipe qui ont cru à ce projet depuis dans sa phase embryonnaire, bien sûr, qui ont arrosé, ils ont entretenu, ils ont rencontré beaucoup de difficultés. Au début, ça ne suscitait pas autant d'intérêt comme ça. Bon, je pense que tout dernièrement, les rôles ont été définis. Au départ, c'est vraiment la CAF qui a initié, mais c'était piloté par l'éducation. À partir du moment maintenant que c'est une compétition de la CAF, donc on a demandé à toutes les fédérations, parce que ce sont les fédérations qui sont affiliées. Ce n'est pas le ministère de l'Éducation. Ce qui fait maintenant que les compétitions, c'est sous le tutorage de chaque fédération au niveau de chaque pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui même composer la délégation, donc tous les préparatifs, c'est sous la responsabilité de la Fédération guinéenne de football qui travaille directement avec la CAF. Donc quand on parle de sport scolaire, on n'est pas surpris qu'il s'agisse des filles, même celles qui sont au berceau ou celles qui sont mariées, qu'elles passent un bon résultat. Ça, c'est le scolaire.
le scolaire et l'universitaire, on se dit, on réussit les bons résultats. Et comme la Guinée, si je me trompe, rectifiez-moi, à Johannesburg ou à Durban, voilà. Et après, voilà, chaque compétition, on vient, on gagne. Et ce qui est intéressant, c'est des filles loin du pays, 15 ans, toutes innocentes, le football naturel, elles ont le plaisir. Vous n'ajoutez juste que la tactique, la discipline. Et à cet âge-là, vous les laissez jouer et vous corrigez, vous n'imposez pas. Et c'est ce qui fait quand elles gagnent, vous voyez comment elles sautent, elles dansent, elles crient. Et je crois que c'est bien mérité. Et maintenant, on va les encadrer, les accompagner pour une phase finale. Ça permettra aux autres, surtout que c'est des élèves, ce n'est pas des filles qu'on a pris au marché Madina. Voilà, Omar Ndiaye, je crois on va fermer ce chapitre. On reste toujours avec le football cette fois-ci, avec le contentieux Guinée-Tanzanie. Oui. La sentence est tombée en début de semaine. Le TAS, je vais dire, a débouté la Guinée dans le contentieux qui l'oppose à la Tanzanie. Une décision prévisible ou une véritable surprise, Omar Ndiaye, pour vous? Bon, moi, j'étais entre marteau et enclume. C'est-à-dire en bon Guinée. Non. Pourquoi? Quand j'ai suivi le match, je ne crois pas l'avoir commenté. J'ai vu ce numéro. Il n'existait pas sur la feuille de match. Je me suis posé la question, connaissant bien comment la procédure se fait. Il y a un contrôle. L'équipe adverse, quand il y a contrôle, vous venez avec votre passeport, vous venez avec votre maillot. Il y a soit l'intendant ou un dirigeant. On contrôle, on coach, le team manager, vous partez. Comment se fait-il qu'on puisse changer et puis commettre une faute administrative à tel point à ce stade de la compétition pour une fédération? Je me suis posé la question. C'est vrai, j'ai vu, mais je me demande, il y a quoi? Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je n'ai pas réussi encore à comprendre. Donc se limiter à ça, je dis la Guinée avait raison. Mais ne connaissant pas le contenu de tous les papiers qui sont allés à la CAF, toutes les preuves versées au dossier, si je résume, la CAF, le jury de la CAF nous a déboutés. C'est en connaissance de cause. C'est partant des textes que moi je ne maîtrise pas. En dehors du fait que tout le monde sait lire l'article tel dit, il y a ça et ça. Mais dans l'interprétation, il y a d'autres. C'est comme si on vous donne un article, mais aussi de cet article-là, on produit autre chose que nous ne connaissons pas peut-être. Donc, ça, c'est dans notre droit d'aller au niveau du TAS. Mais au TAS aussi, on a donné toutes les preuves. Et puis, il y a eu cette confrontation-là. Bon, cette audience où il y avait la Guinée, il y avait la Tanzanie, il y avait la CAF, et puis ils ont téléphoné, interviewé, etc., posé des questions. Donc, ils ont réuni toutes les preuves pour asseoir leurs convictions. Ce n'est pas parce qu'on est anti-guinéen ou on est pour Guinéen que si aussi, au niveau du TAS, là-bas, on ne peut plus revenir. Si le TAS confirme ce que la CAF avait dit, parce qu'on a dit que ce n'était pas fondé. Et vous avez vu aussi, même le TAS, c'est une page, mais dans ça, on vous dit, si vous voulez avoir le contenu, c'est peut-être 3 mois plus tard en tout cas. Mais en attendant, mais moi, tout ça, voilà mon pincement au cœur. Cette équipe nous a battu 1-0 à l'aller, elle nous a battu 1-0 au retour. On va à la CAF, on perd, on va au TAS, on perd. Ça fait 4 défaites. Moi, je pense qu'on aurait dû, sincèrement, ne pas dépenser tout cet argent-là. Se dire non, on a perdu sur le terrain, ce n'est pas la peine d'aller. Maintenant, tirons les leçons. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas... Parce qu'on avait besoin même d'un match nul. C'est les autres qui avaient besoin obligatoirement d'une victoire. Donc, vraiment, il faut se préparer pour la prochaine carte. Abdoulaye, pour vous, personnellement, moi je me dis que aller se battre pour ses droits, c'est bien déjà. Moi, c'est une victoire pour la Guinée parce qu'on ne s'est pas laissé faire, même si on n'a pas gagné, personnellement. Maintenant, j'attends votre avis là-dessus. Moi, c'est personnellement, moi, se battre pour ses droits, c'est prévu dans les textes. Voilà, c'est se faire respecter. Sincèrement. Oui, évidemment. Surtout que le gouvernement, il y avait toute une mobilisation autour de la Fédération guinéenne de football, en ce qui concerne les finances, les dépenses à faire ou encore des sommes à payer. L'État
s'est en tout cas mis à la tâche pour accompagner la Fédération guinéenne de football à travers le ministère des Sports. Oui, c'était une façon pour la Guinée de soigner son image à l'international ou encore de dire que oui, nous sommes un État fort, un État qui a ses droits, un État qui veut être respecté sur l'échiquier mondial, il faut le dire comme ça, puisque le TAS, c'est l'instance suprême de tout ce qui est jugement ou encore sur le plan juridique à faire quand il s'agit des contentieux dans le domaine sportif. Mais maintenant, bien qu'on aille là-bas, avant qu'on aille là-bas, pardon, et surtout, ce qui nous a amené à cet état de fait, c'est de tirer désormais les leçons. C'est-à-dire, oui, on s'est senti léger et surtout l'adversaire n'avait pas raison juridiquement parlant puisqu'il y a eu quelques défaillances à ce niveau. Il y a une loi qui a été violée, des règlements, ainsi de suite. Mais après, sur le terrain, on avait besoin de quelque chose. C'était quoi? C'était d'avoir au moins un petit point. Oui, Paul Fatia, rapidement sur le sujet. Non, moi je pense que quand on est en confrontation, quand on est en litige dans le football, parce que la particularité ou la différence du foot avec les autres secteurs, c'est que le football a sa législation, le football a ses ressources, a son argent, le football a son tribunal aussi, qui s'occupe des litiges, qui naissent dans le football et qui prennent corps et forme dans le football. Quand on est dans le football et qu'on se sent lésé dans nos droits, quand on a moyen, on estime avoir les moyens, on estime avoir la qualité, on estime avoir l'intérêt, je pense qu'on est en droit d'intenter une action dans l'espoir d'être réhabilité dans nos droits. Les autres nations l'ont fait. Il y avait déjà un précédent qui nous confortait dans notre conviction de gagner au TAS. Parce qu'on pensait que l'espace de débat a changé. Puisque la CAF, la Tanzanie et la Guinée sont deux associations membres affiliées à la Confédération africaine de football qui évoluent sur un même territoire. Mais si on transporte les confrontations sur un territoire neutre qui est au TAS, face à des arbitres qui sont rompus à la tâche, des spécialistes en droit du sport, on avait au moins espoir. Mais s'accrocher à un numéro pour expliquer notre élimination à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce que je trouve trop réducteur. Je pense que ça nous détourne de l'essentiel d'avoir nous-mêmes, au-dessus de nos responsabilités, de n'avoir pas assumé le fait que nous avions, d'une manière ou d'une autre, sabordé l'entame de cette campagne éliminatoire. En ayant perdu contre le Congo, en ayant tendu l'autre jour pour se faire gifler par la Tanzanie, qui nous a surclassé sur un score 2-1 en Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait une espèce de, je dirais pas de campagne, en fait parce qu'on s'était mal pris, on avait mal préparé l'après Kaba Diawara. Donc pour moi, on a perdu à la CAF, on perd sur le terrain, on perd dans les tribunaux. Il faut revenir sur terre, il faut se remettre en question pour se projeter encore une fois avec beaucoup plus de responsabilité et d'efficacité. Ce qui s'est passé, qui a fait qu'on a raté la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, je pense que on devait avoir le courage de se regarder en face, de retourner à un certain moment le pouce sur soi pour dire oui, nous avons fauté à ce niveau-là, parce que l'enfer, c'est toujours pas son prochain, quoi. Parfois, c'est nous. Voilà, merci beaucoup. Cette fois-ci, nous allons un peu parler du bilan de Paulo Duarte, qui est venu en maître sapeur-pompier, je vais dire, après, comment dirais-je, on s'est séparé à l'amiable avec M. Doucieur, qui était venu pour nous aider à se qualifier pour la CAN. Tel n'a pas été le cas. Et Duarte est là. Il a déjà livré quelques matchs amicaux et aussi des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour vous, quel bilan peut-on dresser pour le commandeur portugais? Bon, moi je suis en train d'observer. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu ce série national que j'aimerais voir. Contre l'Algérie, par exemple, j'ai vu une équipe qui a joué à l'économie du score, qui n'est pas partie pour gagner. Et je n'arrive pas jusqu'à présent, en tout cas, à retrouver ce série national où tous les automatismes sont là. C'est vrai qu'il y a des nouveaux, c'est vrai qu'il y a un changement, mais moi je reste encore sur ma faim. Je veux voir une équipe qui gagne quand tout le monde pense qu'on ne peut pas gagner.
et qui ne joue pas au rythme de l'adversaire. Même si c'est une tactique, une équipe, vous prenez le match contre l'Algérie, un match nul comme ça, on va dire, ouais, contre l'Algérie, on a gagné, on a eu 4 points sur 6 possibles. Mais ce match... C'était à la portée de la Guinée quand même. Ce match retour, j'ai vu une équipe qui a joué, je vous dis, à l'économie, je ne sais pas. C'est comme si le match nul, c'était ça l'objectif. Et si on terminait le match à 0-0 ou 1-1, son contrat est rempli. Donc, pour le moment, je ne vois pas grand-chose. En attendant... Voilà, Abdoulaye, on n'a pas assez de temps. Oui, clairement, comme on le dit, le meilleur ami d'un entraîneur sont ses résultats, surtout positifs pour le moment. Le bénéfice de doute à Paulo Duarte, qui certes est venu trouver déjà quelque chose qui était difficile à résoudre, c'est-à-dire la qualif, mais après qui a tenté de redresser un peu la barre. Jusque-là, il n'a pas encore perdu. Mais après, l'objectif, c'était de se qualifier. Et maintenant, c'était peine perdue. Et il est en reconstruction. On voit à chaque match, c'est de nouvelles têtes, c'est de nouveaux joueurs qui arrivent. Donc, il est en perpétuelle recherche pour composer une équipe assez compétitive, puisque bientôt les éliminatoires pour la CAN de 2027. Donc, il faut se mettre à la tâche, il faut réunir toutes les forces vives pour nous présenter une équipe beaucoup plus conquérante et compétitive pour les jours à venir. Vous êtes tout le temps avec lui, vous avez, depuis qu'il est là pratiquement, vous évoluez ensemble. Que peut-on retenir de Paulo Duarte, la personne? Je retiens de l'homme un génie travailleur. Dans la vie, il y a des gens qui travaillent pour vivre, mais il y a certains qui vivent pour travailler. Paulo, c'est quelqu'un qui est profondément attaché à son travail. À la limite, c'est quelqu'un qui a une croyance religieuse pour le football. J'ai eu des témoignages de certains joueurs dans le bus au retour de nos séances d'entraînement qui nous disent, mais lui, il est plus fou que nous. Le bilan sportif, c'est que nous avons livré 6 matchs pour 3 victoires contre 3 matchs nuls. Et nous avons joué, c'est l'une des rares fois de voir une équipe nationale jouer avec plus de 10 joueurs évoluant en 2e division. L'une des rares fois de voir une équipe nationale jouer avec plus de 10 joueurs ayant commencé leur carrière en Guinée avant de s'exporter. Donc c'est une bande de copains qui s'est retrouvée là. Nous avons perdu contre le Mozambique à l'aller. Nous avons battu le Mozambique à domicile. Nous avons été accrochés par la Somalie en Côte d'Ivoire à l'aller. C'était la première fois que la Somalie enregistre son premier point en match officiel, c'était contre la Guinée. Et nous avons malmené la Somalie sur un score de 3 buts à 0. Nous avons fait jeu égal contre l'Algérie. Nous avons fait jeu égal contre le Botswana, qui nous a battus à l'aller avec tous nos joueurs, toutes nos forces vives qu'on avait. Maintenant, c'est une équipe qui est en reconstruction. Paulo a hérité un héritage. Il a pris un héritage illégitime avec toutes les embrouilles, exactement, beaucoup de guéguerres. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux joueurs qui l'intègrent petit à petit. À chaque match, il donne le temps à pratiquement tous les joueurs. On ne connaissait pas Abdelkarim Touré, on l'a découvert. Abdelkarim Traoré, justement, on l'a découvert. Sekou Tidjani Bangoura, par exemple, première sélection, un but, une passe décisive. Donc, c'est de nouvelles découvertes. C'est des joueurs qu'on évalue pour voir est-ce qu'ils peuvent intégrer la prochaine liste de l'équipe nationale de Guinée. Même dans le championnat, si vous avez remarqué, depuis qu'il est là, on fait une programmation des journées du championnat. On est sur des matchs au stade de Koléa, au stade Petit Sori, pour observer, superviser, évaluer des talents qui pourraient intégrer l'équipe nationale de Guinée. On va recevoir notre invité Ali Bamba. Nous recevons à présent Ali Bamba. Il est un jeune Guinéen qui fait parler de lui dans le milieu footballistique, mais il n'est pas du tout footballeur. Il est concepteur d'un magazine sportif et membre de l'Association internationale des supporters. Ali Bamba est notre invité. Vous étiez récemment du côté du Maroc pour présenter votre magazine, le guide du supporter pour la CAN 2025. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Nous sommes en train de vulgariser mon œuvre dans le continent. Moi seul, je ne pouvais pas faire. Il faut forcément travailler avec les différents présidents des supporters du continent. Maintenant, arrivé ici, quand j'ai produit le premier magazine, là, je me suis déplacé aussi pour aller
montré ça au président Tani Goubou, président de la Confédération africaine des sporteurs du sport. Donc, il a été satisfait. Donc, ils m'ont dit qu'il faut obligatoirement de traduire dans les différentes 5 langues africaines, arabe, anglais, français, espagnol et portugais. Je me suis revenu aussi à Conakry. Après avoir fini tout, je suis allé là-bas aussi, c'était pour la 3e fois. Donc, il a pris un lot spécialement, il est parti au Maroc, il a distribué ça aux différents présidents des fédérations parce que il a donné, la fédération burkinabé était là-bas, la fédération congolaise et la fédération, différentes fédérations, même béninois. Oui, il y avait beaucoup de matchs là-bas. Et même finalement maintenant, la Confédération africaine, c'est le magazine là, tout le monde, tous les sporteurs vont utiliser. Parce que une fois que tu as le magazine, tu as le renseignement de toute la CAN. Ça commence d'abord par les arbitres. Les arbitres retenus sont dedans. Et tous les présidents des fédérations se trouvent dedans. Les présidents de la République et les joueurs se trouvent dedans. Tous les hymnes nationaux de différents pays aussi. Qualifiés se trouvent dedans. En tout, c'est 204 pages. C'est à travers ça aussi, nous les Africains, là, on doit se connaître parce que le football est un élément pur pour réunir des Africains. C'est à travers ça aussi, maintenant là, on connaît qui est le président des supporters du Mali, qui est le président des supporters de l'Afrique du Sud. Donc, l'idée est venue d'un Guinéen. Et maintenant là, les autres pays sont engagés derrière moi pour faire ma promotion dans le continent. Voilà, c'est bon. Oumar, il y a une question rapidement. Oui. On a présenté le magazine. Oui. Une question. Bon, ma question c'est de savoir, la Confédération africaine des supporters du sport, c'est le sport en général ou c'est le football seulement? Parce que ça c'est spécifiquement pour la CAN. Mais comme on dit supporters du sport, c'est le football seulement ou bien en basket, s'il y a la CAN de basket par exemple, de natation, de volley, est-ce qu'on va voir encore cette confédération-là? Ça se passe comment? Oui, ça regroupe tous les sports en Afrique. Mais comme le sport roi c'est le football, sinon c'est tous les sports qui font partie. D'accord. Abdoulaye. Oui, puisque là, ça demande assez de moyens, assez de temps, d'énergie. Et comment tout cela a été conçu? Et tu l'as fait seul, oui, tu peux avoir l'idée. Mais la conception et la matérialisation, ça demande beaucoup de moyens. Comment tout cela s'est passé? Oui, c'est la réflexion des années. Retournez pour que la caméra puisse voir, voilà. Oui, c'est la réflexion des années. D'ailleurs, même l'expérience, c'est ici en Guinée, j'ai eu. C'est après le 5 septembre, quand j'ai vu une Guinée unie, là, je me suis dit, nous sommes dans le sport. Est-ce que je ne peux pas utiliser un moyen aussi pour réunir toute la Guinée? La première CAN de ce régime, 2021 au Cameroun, j'ai fait ça. Et après ça, la CAN au Maroc aussi. Et en Côte d'Ivoire? La CAN en Côte d'Ivoire, j'ai fait ça. Finalement, maintenant, je dis, est-ce que, parce que j'ai eu maintenant l'initiative de faire ça, et si je réunis toute l'Afrique dans un document, c'est de là-bas, surtout la CAN de la Côte d'Ivoire là, j'ai eu l'initiative, je dis, pourquoi pas maintenant faire pour toute l'Afrique. Il veut savoir d'où vous tenez votre financement. Ouais. Parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher, parce que depuis 2021 jusqu'à maintenant, là, moi-même, mais le financement vient de moi-même. D'accord. Paul, moi, ma question, est-ce qu'il y a un guide de bonne conduite pour les supporters? Parce que les supporters, au-delà de l'ambiance qu'ils mettent dans les stades, c'est des acteurs qui ne sont pas sur la feuille du match, mais qui sont toujours présents sur tous les matchs dans les stades. Est-ce qu'il y a un guide de bonne conduite pour les supporters? Parce qu'au-delà des animateurs, au-delà des supporters, c'est des ambassadeurs de différentes équipes. C'est pourquoi la Confédération eux-mêmes, ils ont réussi ça avec satisfaction, parce qu'il dit que c'est la première fois un document comme un document dédié comme guide des supporters, que c'est la première fois. Parce que quand tu prends les pages du pays, chaque pays a 6 pages. Les 2 premières pages là par uniquement les supporters. C'est-à-dire, on doit connaître l'état d'âme. Quel est l'état d'âme des supporters de la Côte d'Ivoire? Quand tu prends la première page de la Côte d'Ivoire, tu trouves
l'explication qu'ils nous donnent, oui, c'est comme ça l'état d'âme des sportifs de la Côte d'Ivoire. Maroc aussi, c'est comme ça. C'est pourquoi la Confédération même a donné leur accord et de faire. Et le président Tani Goubou, vraiment, il a fait une tournée institutionnelle en Côte d'Ivoire. Tous les institutions maintenant là ont eu. On a vu que vous avez été reçu par la EPI. Voilà. Oui, Je veux savoir, la dernière question. Ça coûte combien votre magazine? Votre magazine, ça coûte combien en Guinée d'abord? Ne parlons pas de CFA ça coûte combien? Ou bien c'est gratuit? Comment on peut avoir ça? Non, c'est pas gratuit, c'est au niveau de la Confédération africaine, mais quand même ça coûte 300 000 parce que c'est 204 pages. En Guinée, ici, il y en a en vente? Il y en a en vente. On attend maintenant jusqu'à la dernière sortie, la dernière liste. Parce qu'il y a des places pour placer les joueurs. Les listes des joueurs, quoi. Vous devez, donc la liste définitive on est en train de faire actuellement, on est en train de faire le magazine. Quand on va donner la liste des joueurs, maintenant ça va sortir. Oui. Si ça sort, dites-moi, je vais payer, je sais pas ça, 300 000. C'est la CAF qui achète tout ou bien vous pouvez vendre? Non, c'est la Confédération africaine, mais on peut vendre ici, comme eux aussi. Même au Maroc, il y a un centre uniquement pour vendre ça. Pour donc c'est une bonne chose pour un Guinéen quand même. Hein? Une première, il innove, il crée, il imagine, il crée et puis la Confédération accepte, il accompagne. Abdoulaye en 30 secondes. Un mot sur lui, sur Ali Bamba. Comme on le dit, terre de richesse et d'innovation, notre paradis, la Guinée. Donc les Guinéens ne manquent pas de talent. C'est un bel exemple à suivre pour la jeunesse guinéenne. Voilà. Moi, le fait de s'intéresser à ceux dont les noms n'existent jamais sur les feuilles du match, sur leur état d'âme, sur les émotions qu'ils vivent, dans les stades, sur leur comportement, parce que c'est des ambassadeurs. Lorsqu'il y a des scènes de violence dans les stades, on commence à les stigmatiser, c'est les supporters de tel pays, c'est les supporters de tel pays. Mais si déjà ils ont pensé à un guide de bonne conduite, savoir comment est-ce qu'il faut se comporter, comment est-ce qu'il faut se tenir, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, déjà c'est bien aussi de s'intéresser à des gens qu'on n'entend pas souvent, mais qu'on voit régulièrement dans les stades. En tout cas, félicitations à Ali, on continuera à vous inviter sur ce plateau. Vous êtes un exemple de jeune qui aime ce qu'il fait. Parce que ça, se coucher déjà, être un supporter, se coucher, rêver, créer, et aller jusqu'à la rencontre, la Confédération accepte ce projet, c'est un grand pas pour vous. Cette carte-là, c'est quoi? Parce que voilà la carte. Ça, c'est une carte pour les supporters qui vont effectuer le déplacement au Maroc. Carte visa. Les Ivoiriens m'ont offert ça, et même, c'est eux aussi qui vont me prendre en charge pour le voyage. Au Maroc. Côte d'Ivoire, oui. Ils ont accompagné les éléphants. Il sera avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Merci à la Côte d'Ivoire. Avec les éléphants, mais aussi au nom de la Guinée. Voilà. La Côte d'Ivoire, ils ont adopté complètement la Guinée. Et contre tout, la Guinée ne sera pas à la CAN. Il y a un autre Guinéen qui va représenter la Guinée. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire merci Paul de patienter, d'être avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci pour la sanction. Merci beaucoup d'être là, Oumar Gaye. Merci d'être avec nous. Oui, merci. C'est à nous de vous dire merci parce que quand vous avez cette occasion de partager le plateau avec des talentueuses présentatrices comme Madame Diané Kadiatou Traoré, on repart réjoui, content et heureux parce qu'on se rajeunit. Merci beaucoup Abdoulaye. Merci d'être là. Le plaisir est partagé et bravo à toutes ces disciplines qui donne beaucoup de bons résultats à la Guinée. Et on oubliait le tir à l'arc aussi. Ah oui, bien sûr. L'équipe féminine des moins de 18 ans s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Là aussi, c'est une satisfaction. Le basket également. Le basket est en train de faire des belles choses. Qui a fait pour le moment 2 victoires, non des moindres contre le Rwanda et enchaîné contre le Nigeria. Ce n'est pas rien. Donc ça veut dire tout simplement au-delà du football qui patauge. Elle joue actuellement contre la Tunisie. Voilà, les autres disciplines font de merveilles pour la Guinée. Voilà, félicitations à ces disciplines. Ali Bamba, merci. Oui, merci d'être là. Et tout le mal qu'on peut vous souhaiter, c'est de réussir, aller de l'avant et pourquoi pas un jour être à la CAF avec le même magazine, le même guide des supporters. Et nous, on est là pour tous les Guinéens qui veulent évoluer, qui sont avec nous, des jeunes qui innovent, des jeunes talentueux pour les montrer à la face du monde, pour dire qu'en bas, il y a des Guinéens aussi qui travaillent, mais pas même pas sur le terrain de football ou bien de basketball. Mais Abdoulaye n'a pas parlé de vous, il a dit basket, il a l'art. J'ai commencé par lui.